c'est assez difficile, vous l'avez dit, et Clarence, ben, on a envie de savoir. On veut partir. Et après, on a l'impression qu'on cherche des petites sorties, on cherche quelque chose sur laquelle on va s'accrocher. Peut-être, on va dire une excuse. Mais il y a très peu de femmes qui prennent la décision de partir et le font vraiment. Oui, tout à fait. J'aimerais bien revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure et qui parlait de la recrudescence des cas de féminicide. Oui, des cas de féminicide. Est-ce qu'il y en a plus actuellement qu'avant? Et je fais mienne les argumentations de mes copanélistes, mais je voudrais préciser quand même qu'il y a un phénomène qu'il faut observer. Dans ce que nous appelons la modernité, il faut constater que les parents, depuis un certain nombre de décennies, ne suivent plus tout à fait la finition de la vie, de l'adolescence de leurs enfants. Ça fait que parfois les relations sérieuses de mariage arrivent lorsque les parents sont assez éloignés de leurs enfants. Et cet encadrement-là manque beaucoup à beaucoup de couples, même si le plus souvent, il peut aussi être, c'est un encadrement qui peut s'avérer toxique dans certains cas. Mais je voudrais quand même préciser que les parents ont été remplacés. Je veux dire, la maturité et la pondération des parents a été remplacée par le caractère éphémère et le caractère particulièrement léger des conseils des amis, des copains, des copines, des voisinages. Je veux dire que des personnes qui manquent en réalité de cadre référentiel avéré pour pouvoir encadrer les errances, on va dire comme ça, des partenaires dans leur relation de couple. Donc maintenant, quand on revient à la question que vous posez, qui est celle de la prise de décision de partir, évidemment c'est difficile, vous savez, à plusieurs niveaux de la compréhension du comportement d'un individu. On saisit le fait que l'habitude, la familiarité, l'amitié et le fait même, le souvenir d'avoir rêvé, le souvenir du rêve, le mariage espéré, le mariage rêvé, tout cela fait que, en fait, ça contribue à nourrir un espoir vain dans le présent qui amène le partenaire et particulièrement la partenaire à espérer que son homme va changer, son partenaire va revenir à de meilleurs sentiments. Peut-être aussi quand on est dépendant de ce dernier, surtout dépendant financièrement aussi. Parce que même quand il y a souvent un gros contraste, on a peut-être peur de quitter la prison dorée pour se retrouver au point de départ, entre autres, docteur Joseph. Je vais vous dire que par expérience, il faut relativiser la notion de prison dorée. Il faut vraiment la relativiser parce que vous allez voir que les cas où la femme est dépendante de l'homme, et, sauf si c'est vraiment un pervers narcissique avéré, mais quand on se rend compte qu'il y a un nombre assez élevé de ces cas-là, vous allez vous rendre compte que les cas où la femme est, par exemple, femme au foyer, une femme, je veux dire, une femme à gérer la maison, et étant à l'intérieur, ce type de femme en Afrique, dans notre environnement, a moins de soucis que la femme qui est entreprenante, celle qui est appelée à travailler, celle qui ne dépend pas de l'homme. Parce que je voudrais revenir sur la notion de vulnérabilité, ou précisément la notion d'abus de faiblesse. Effectivement, il y a des abus, il y a des oppresseurs qui abusent de la faiblesse de leurs victimes, et en se disant que peut-être là, il s'agit d'une orpheline, il s'agit d'une désœuvrée. Oui, mais je voudrais dire qu'il y a beaucoup plus de questions de revers, le revers de cet abus de faiblesse qui peut être plutôt des questions telles que le complexe, la jalousie, un amour qui est, comme vous pouvez le définir comme étant
l'attirance devient un sentiment de possession. On a l'impression que le bourreau veut posséder la victime, veut posséder sa proie. Le partenaire devient une proie. Et dans le milieu des relations hommes vis-à-vis des femmes, les femmes qui sont appelées à se déployer sur le plan social, sur le plan socio-économique, ces femmes-là sont celles qui reçoivent le plus d'affronts de la part de leurs époux. Et en ce moment, on se rend donc compte que la dépendance, je veux dire la vulnérabilité économique devient un facteur accessoire. Je vous ai dit au départ que la toxicité relationnelle qui aboutit justement à cette situation d'insécurité est due à un seul phénomène, c'est le dépassement, l'incapacité de gestion émotionnelle de la part du partenaire qui perd tous ses moyens de dialogue, ses moyens d'affirmation de son estime de soi de manière harmonieuse et a besoin de vouloir se faire entendre par d'autres moyens qui sont malheureusement des moyens d'oppression. Donc, lorsqu'on est dans ce contexte-là, on se rend compte que l'oppresseur est lui-même en situation de vulnérabilité. C'est-à-dire, il est celui qui se sent dépourvu de tout moyen et qui a peur de perdre cet objet qui était objet de passion, objet d'amour, parce qu'il estime que c'est une femme qui s'affirme, c'est une femme qui est indépendante économiquement. Et en fait, dans les travaux je veux dire, dans la théorisation de cette violence conjugale, on parle de sexisme, n'est-ce pas? Et particulièrement de sexisme bienveillant. Ça veut dire que l'homme a besoin de se sentir utile vis-à-vis de la femme. Parce que souvenez-vous que nous sommes en Afrique et le socle mental de l'Africain est un socle de domineur, de dominateur, de dominant. Ça veut dire que l'Africain a besoin de se sentir valorisé quand il a un dessus sur autrui. C'est pas simplement vis-à-vis de sa femme, c'est pas simplement vis-à-vis de... Regardez les relations de pouvoir autour de vous. Vous allez vous rendre compte que lorsque quelqu'un acquiert une portion de pouvoir, il gagne en estime de lui-même. Et sur le plan conjugal, c'est pareil. C'est-à-dire que le fait que l'homme se sente en perte d'énergie, en perte de potentialité, en perte de capacité, cette perte-là est compensée par le regain de violence, le regain d'oppression, et la femme qui était objet de convoitise, objet de fascination, devient objet de possession.